Le 20 avril 1889, Adolf Hitler naît dans une famille catholique de ce qui est alors l'Empire d'Autriche, à Braunau-sur-Linn, une petite ville à la frontière avec l'Empire allemand. Son père est douanier. Veuf, il s'est remarié avec une cousine, beaucoup plus jeune que lui. C'est donc un mariage consanguin. Sa petite enfance est marquée par les nombreux déménagements dus aux affectations paternelles le long de la frontière. Écolier modèle dans le primaire, à 8 ans il sert la messe dans ce monastère. Il chante et s'exalte pour le don de soi des prêtres. Il admire leur sens de la mission. À 19 ans, à la mort de sa mère, il part pour Vienne. Il n'est pas prédestiné à la politique, puisqu'il rêve d'entrer aux Beaux-Arts. Grâce à son petit héritage, il va pouvoir vivre une vie d'artiste et de bohème. Sorti de sa province, il découvre les multiples communautés qui peuplent la capitale de l'Empire d'Autriche. Les Tchèques, les Polonais, les Italiens, les Croates ou les Juifs. Il dira plus tard: cela me parut l'incarnation de la profanation raciale. Il se présente au concours des Beaux-Arts, qu'il a préparé en dilettante, parce qu'il a beaucoup d'ambition, mais peu de courage. Il est refusé. S'ensuit une période difficile qui précède la Première Guerre mondiale, où il vit dans un foyer pour hommes et subsiste en copiant des cartes postales pour les touristes. Mobilisation. Hitler a 25 ans ce 2 août 1914, et la déclaration de guerre va le sortir de son existence d'artiste raté. Il a fui l'Autriche pour ne pas faire son service militaire, et il est en Allemagne, à Munich, emporté par la vague de folie nationaliste qu'Hitler ait fait la guerre, et que la guerre l'a fait. Au bout de 4 ans, il revient à Munich avec son régiment, dans une Allemagne en pleine révolution. Hitler a 30 ans. Une période déterminante s'ouvre devant lui. Il cherche avant tout à rester dans l'armée, qui désormais garantit l'ordre et la stabilité du nouveau régime du président socialiste, Friedrich Ebert. La jeune République doit faire face à un mouvement révolutionnaire marxiste. Les spartakistes, qui tentent de s'emparer du pouvoir, comme les bolcheviks l'ont fait en Russie 2 ans plus tôt. L'armée les écrase, aidée par des volontaires nationalistes, les corps francs, viviers du futur parti nazi. Dans l'armée, Hitler fait du zèle. Ce qu'il veut avant tout, c'est un toit et une gamelle. En 1919, il dénonce la honte nationale du traité de Versailles. Après des mois de palabres, les vainqueurs, surtout la France, l'Angleterre et les États-Unis, imposent à l'Allemagne des conditions de paix très dures. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, condamne l'Allemagne à payer d'énormes indemnités, les réparations, qui vont peser sur son économie et seront au cœur de la contestation allemande. L'Allemagne est aussi amputée de 13% de son territoire et d'1/10 de sa population. L'Alsace-Lorraine redevient française et toute la rive gauche du Rhin est démilitarisée. Un film allemand de l'époque dénonce le dépeçage du reste de son territoire. Le pire est la séparation de la Prusse orientale du reste du pays pour recréer la Pologne démantelée au XVIIIe siècle et lui donner un accès à la mer. Ce couloir de Danzig sera le déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale. L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes. Hitler est donc démobilisé, malgré lui, dans cette Bavière en pleine ébullition, où pullulent les groupes d'extrême droite. Il est filmé ici, pour la première fois, dans une manifestation du DAP, le Parti allemand des travailleurs, auquel l'armée lui avait demandé d'adhérer pour le surveiller dès 1919.
Faute de mieux, il y reste pour devenir agitateur politique à plein temps. La Bavière est alors très à droite, tandis que le pouvoir à Berlin est plutôt de centre-gauche et porte le nom de République de Weimar, du nom de la ville où vient d'être votée la nouvelle constitution. Hitler, transformé en Bavarois, hurle avec les loups contre les criminels de novembre, ceux qui ont signé l'armistice et le honteux diktat de Versailles. Des idées partagées par l'armée et surtout par les anciens combattants qui se réunissent dans les grandes brasseries de Munich, comme la Bürgerbräukeller, où Hitler fait sa grande entrée, le 13 août 1920, avec une conférence intitulée « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» Hitler galvanise les excités de son groupuscule d'extrême droite qui le prennent pour chef. Alors il change le nom du parti. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Pour protéger ses réunions, il crée les SA, les sections d'assaut. Une petite milice. Son radicalisme fait passer le parti de 2000 à 20 000 membres, 10 fois plus en un an. Tout paraît possible. En Italie, l'extrême droite, le parti fasciste de Benito Mussolini, vient de prendre le pouvoir. Le 11 janvier 1923, les Allemands assistent médusés à l'entrée fracassante des soldats français et belges qui viennent occuper la Ruhr, région minière et sidérurgique, parce que l'Allemagne rechigne à payer les fameuses réparations, les indemnités imposées par le traité de Versailles. Les Allemands ont froid. Les Allemands ont faim. Ils tentent de voler le charbon des Français. La République de Weimar est obligée d'importer du charbon et de payer ses mineurs grévistes. Ces dépenses énormes l'entraînent à faire marcher la planche à billets à toute allure. Le mark se déprécie d'une manière affolante. Les Allemands payent, un jour, le kilo de pommes de terre 1 milliard. Sur ce terreau de folle inflation et de chômage, l'extrême droite bavaroise se mobilise avec à sa tête le général Ludendorff. Grâce à Ludendorff, Hitler a réussi à unifier tous ces groupes d'anciens combattants aigris par la défaite. Il veut tenter un putsch, un coup d'État, marcher sur Munich, puis sur Berlin. L'armée et la police décident de rester fidèles au gouvernement légal. Que Ludendorff et lui vont quand même entraîner la population. Les deux camps sont face à face avec Hitler en gabardine blanche au centre. C'est un photomontage nazi, destiné à fabriquer la légende du courage d'Hitler. En fait, il s'est protégé derrière son garde du corps, qui a été tué dans la fusillade. Car la police a tiré, mettant fin au putsch d'Hitler de 1923. Hitler a été arrêté et le Parti national-socialiste interdit. Hitler est accusé de haute trahison et du meurtre de 4 policiers. Il est condamné à 5 ans de prison et incarcéré dans une cellule relativement confortable qui donne sur la campagne. Ces conditions de détention ressemblent plus à un hôtel parce qu'il peut recevoir à tout moment les sympathisants nazis. Hitler ressent le besoin d'exposer sa vision du monde et ses principes politiques. Il dicte son livre à Rudolf Hess. Son texte, bâclé, est réécrit par des journalistes nazis. Mein Kampf, mon combat. Le livre renferme toute la conception du monde d'Hitler, dont les nazis vont faire la nouvelle Bible. Hitler sort de prison le 20 décembre 1924. Libéré sur parole pour bonne conduite. Le 27 février 1925, Hitler fait sa rentrée politique dans la fameuse brasserie de Munich,
d'où il avait lancé le putsch, en réaffirmant sa position de chef des nazis. C'est alors que se produit un événement qui va le servir. Le premier président de la République de Weimar, le socialiste Ebert, meurt. Les Allemands doivent élire un nouveau président et voient le retour des croix gammées pour la campagne électorale. L'interdiction du parti nazi vient d'être levée parce qu'il n'est plus jugé dangereux. D'ailleurs, le candidat de l'extrême droite unie, qui est encore Ludendorff, obtient à peine 1% des voix. L'échec de Ludendorff est souhaité par Hitler, qui se débarrasse ainsi de son principal rival. C'est l'autre grand chef de 14-18, l'imposant maréchal von Hindenburg, qui est élu. Aux élections législatives de 1928, les nazis n'ont que 2,6% des voix. Au Reichstag, la Chambre des députés de Berlin, ces 2,6% d'électeurs allemands, surtout ruraux, ont permis l'entrée de 12 députés nazis. Ils font sensation parce qu'ils sont presque tous en uniforme de la SA. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde et surtout l'Allemagne. Les usines ferment les unes après les autres et le nombre des chômeurs atteindra le chiffre effrayant de 6 millions. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis et vers les communistes, qui ont aussi leurs troupes de paramilitaires en uniforme. Communistes et nazis vont se heurter violemment dans toutes les élections qui suivent. Le résultat est incroyable. 100 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand, le Reichstag, alors que s'annonce la fin du mandat du président de l'Allemagne, Hindenburg. Hitler est candidat à sa succession en 1932. À peine 10 ans après sa tentative de putsch et la prison, Hitler pourrait devenir président de l'Allemagne. 10 avril 1932, le verdict tombe. Hitler ne sera pas président. Hindenburg, réélu grâce aux socialistes, ne veut plus dépendre d'eux. Il provoque de nouvelles élections. Résultat des élections. 230 députés nazis. Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays. Pour la première fois, le pouvoir est à sa portée. Très vite, l'euphorie fait place à la déception. Le président Hindenburg refuse de le nommer chancelier, chef du gouvernement. En quelques semaines, Goebbels, à la tête de l'énorme groupe parlementaire nazi, réussit à paralyser le jeu démocratique. Aucune majorité ne peut se former. Goebbels annonce: il est grand temps de dissoudre cette assemblée qui ne reflète plus la volonté du peuple. Il faut de nouveau des élections, les troisièmes en un an. Elles auront lieu en novembre. Hitler pense encore en profiter. Les résultats de ces élections sont très décevants pour Hitler. Entouré de sa garde personnelle de SS, il rumine son échec. Il a perdu 2 millions d'électeurs et 40 députés. 3 mois plus tard, Hindenburg, toujours dans l'impossibilité de constituer une majorité, a fini par désigner Hitler chancelier d'Allemagne.